y a quelques années, j'ai eu le privilège de m'entretenir avec un vieil homme au regard d'acier, un survivant. Pas un survivaliste de salon, mais un homme qui avait vécu l'effondrement total de son monde, le siège de Sarajevo dans les années 90. Je lui ai posé une question simple. Quelle a été la chose la plus importante pour survivre? Je m'attendais à ce qu'il me parle de nourriture, d'eau, d'un abri. Sa réponse m'a glacé. Ce n'est pas ce que nous avons fait qui nous a sauvés, a-t-il dit. C'est ce que nous n'avons pas fait. J'ai survécu parce que j'ai regardé les autres mourir et j'ai appris de leurs erreurs. Il m'a alors décrit le premier jour, le jour où la normalité s'est brisée. Il m'a parlé de ses voisins, des gens bien, des pères de famille, des gens comme vous et moi. Il m'a raconté comment, poussés par l'instinct et la panique, ils ont tous commis, presque religieusement, les mêmes erreurs. Des erreurs qui semblaient logiques, dictées par le bon sens, mais qui, dans ce nouveau monde sans règles, se sont transformées en condamnations à mort. Il les a vus courir vers des pièges qu'ils prenaient pour des refuges. Le premier jour, a-t-il insisté, est un test. Pas un test de force, mais un test psychologique. Vos instincts, façonnés par une vie de paix et d'abondance, deviennent vos pires ennemis. Chaque impulsion, chaque réflexe de citoyen du XXIe siècle est une erreur potentielle. La bonne décision est presque toujours celle qui va à l'encontre de ce que tout votre être vous hurle de faire. Il a vu des familles entières anéanties, non pas par des bombes, mais par une seule mauvaise décision prise dans la première heure. Cette conversation a hanté mes nuits. J'ai compris que la préparation à une crise majeure, comme le déclenchement d'une troisième guerre mondiale, n'était pas une question d'équipement. Ce n'est pas le contenu de votre sac d'évacuation qui vous sauvera. C'est le contenu de votre esprit. C'est votre capacité à court-circuiter vos propres instincts, à rejeter les fausses bonnes idées que la panique vous dictera. J'ai donc passé des mois à croiser son témoignage avec les manuels de gestion de crise et les retours d'expérience d'autres zones d'effondrement. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il existe un schéma de 5 erreurs fondamentales, 5 pièges mortels, dans lesquels 99% des gens tomberont tête la première. 5 erreurs qui transformeront des survivants potentiels en statistiques. L'histoire que je vais vous raconter ce soir est celle de ces 5 erreurs. Ce n'est pas un guide de survie, c'est un guide de non-mort. C'est le contre-manuel que personne ne vous donnera jamais. Cette chronique est un héritage. L'héritage de ceux qui ont vu le monde s'effondrer et qui ont payé le prix du sang pour apprendre ces nouvelles règles. Nous allons ensemble décortiquer la psychologie du chaos. Nous n'allons pas parler de ce qu'il faut faire, mais de ce qu'il ne faut jamais faire. Chaque chapitre sera consacré à une de ces erreurs fatales, un de ces instincts pièges qui vous sembleront si logiques, si évidents, mais qui vous mèneront droit à votre perte. Nous allons désapprendre à survivre pour apprendre à ne pas mourir. Nous allons voir pourquoi votre supermarché deviendra un tombeau, pourquoi votre téléphone deviendra une arme pointée contre vous, pourquoi vos voisins bienveillants pourraient devenir votre plus grande menace. Nous verrons pourquoi l'attente des secours est une illusion mortelle et pourquoi l'envie de fuir est le piège final. Ce que je m'apprête à partager avec vous est inconfortable, dérangeant, car cela va à l'encontre de tout ce que notre société nous a appris. Mais c'est une connaissance qui, le jour où les sirènes hurleront pour de vrai, pourrait faire la différence entre la vie et la mort. Si vous êtes prêt à affronter cette vérité, si vous voulez acquérir la lucidité qui vous séparera de la masse paniquée, alors cette chronique est pour vous. Montrez votre soutien en cliquant sur « J'aime » et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines révélations. Et dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville et quel pays vous écoutez cette transmission. La conscience est notre première ligne de défense. La première sirène retentit. Votre cœur s'emballe. Une pensée unique, primale, s'impose à votre esprit. La nourriture. Il faut faire des réserves, maintenant. Votre instinct vous hurle de prendre vos clés de voiture et de foncer au supermarché le plus proche. C'est la première erreur. Et elle est fatale. J'ai analysé les images des débuts de crise partout dans le monde. C'est toujours le même schéma. En moins d'1 heure, les supermarchés se transforment de lieux d'abondance en zone de guerre. Ce n'est plus un lieu de ravitaillement. C'est un piège qui concentre en un seul endroit les 3 ingrédients du chaos. La foule, la peur et des ressources qui s'épuisent à vue d'œil. Le premier danger, c'est la foule elle-même. Des centaines, des milliers de personnes, toutes animées par la même peur panique de manquer. La rationalité disparaît.
J'ai lu des témoignages de gens piétinés, de bagarres qui éclatent pour un simple pack d'eau. Les parkings deviennent des zones de non-droit, des goulots d'étranglement où les accidents, les agressions et les vols de voitures se multiplient. En vous rendant au supermarché, vous ne vous exposez pas seulement au risque de trouver des rayons vides. Vous vous exposez à la violence d'une foule en panique. Vous devenez une cible. Le deuxième danger, c'est la perte de temps. Un temps précieux, vital. Pendant que vous êtes coincé dans un embouteillage monstre pour atteindre le magasin, puis dans une file d'attente chaotique, vous auriez pu accomplir des actions bien plus importantes pour votre survie. Le premier jour, chaque minute compte. Ce temps perdu à courir après une illusion d'abondance est un temps que vous ne passerez pas à sécuriser votre domicile, à contacter vos proches, à remplir vos réserves d'eau. Le troisième danger, c'est le faux espoir. Même si vous parvenez à entrer, les rayons essentiels seront déjà vides. Les produits non périssables, l'eau en bouteille, les piles, tout cela disparaît en quelques minutes. Vous repartirez probablement avec un caddie rempli de produits inutiles, périssables, qui ne vous aideront en rien à tenir plus de quelques jours. Vous aurez risqué votre vie pour rien. Le supermarché est un mirage. Il représente le monde d'avant, un monde où il suffisait de payer pour être en sécurité. Ce monde n'existe plus. La contre-décision, celle qui va à l'encontre de l'instinct, est de rester chez soi, de verrouiller sa porte. Le premier jour, votre maison est votre forteresse. Votre première action doit être de faire l'inventaire de ce que vous possédez déjà. Vous seriez surpris de la quantité de nourriture que contiennent vos placards. La priorité absolue n'est pas d'aller chercher de la nourriture, mais de sécuriser l'eau. Remplissez votre baignoire, vos éviers, chaque bouteille, chaque récipient disponible. L'eau du robinet pourrait être coupée ou contaminée en quelques heures. Ne pas courir au supermarché, c'est la première règle du survivant. C'est choisir la lucidité contre la panique. Votre deuxième instinct, tout aussi puissant que le premier, sera de vous ruer sur votre téléphone. Il faut que je sache ce qui se passe. Vous allez ouvrir les réseaux sociaux, les sites d'information en continu. Vous allez appeler vos proches. C'est la deuxième erreur fatale. Dans les premières heures d'une crise majeure, votre smartphone n'est plus un outil d'information. Il devient une arme de désinformation et une vulnérabilité critique. J'ai étudié la manière dont l'information circule en temps de chaos. La première victime, c'est la vérité. Le premier danger, c'est la désinformation. Les réseaux sociaux deviendront un raz-de-marée de rumeurs, de fausses nouvelles, de théories du complot. Certaines seront innocentes, nées de la panique. D'autres seront malveillantes, délibérément conçues par des acteurs étatiques ou non pour amplifier le chaos, pour vous pousser à prendre de mauvaises décisions. Vous lirez qu'il faut évacuer vers le sud, alors que le danger s'y trouve. Vous lirez qu'un remède miracle a été trouvé, vous poussant à sortir pour rien. Faire confiance à une information non vérifiée dans ce contexte, c'est comme traverser un champ de mines les yeux bandés. Le deuxième danger, c'est la saturation et la panne des réseaux. Des millions de personnes essayant de se connecter en même temps, c'est la garantie d'un effondrement total des réseaux mobiles et d'Internet. Vos appels ne passeront plus, vos messages resteront en attente. Vous perdrez un temps précieux à essayer de vous connecter à un monde qui n'existe déjà plus. Pire encore, chaque tentative épuisera la batterie de votre téléphone. Votre seule source de lumière est potentiellement votre seul moyen de communication d'urgence si les réseaux revenaient par intermittence. Le troisième danger, c'est la surveillance. Dans un scénario de guerre, les réseaux de communication deviennent un outil de renseignement pour l'ennemi. Vos appels, vos messages, votre position GPS peuvent être interceptés. En utilisant votre téléphone, vous signalez votre position, votre état de panique, vos intentions. Vous devenez une cible potentielle, non seulement pour un adversaire militaire, mais aussi pour des groupes criminels qui pourraient utiliser ces informations pour localiser des personnes isolées. La contre-décision, celle du survivant, est de se déconnecter. Éteignez votre téléphone pour préserver sa batterie. Votre seule source d'information fiable sera une radio à pile ou, mieux, à manivelle. C'est un outil du siècle dernier, mais c'est le seul qui fonctionnera. Elle vous permettra de recevoir les consignes officielles des autorités, les seules qui comptent, sans être noyé sous le flot de la désinformation et sans révéler votre position. Se couper du bruit pour écouter le signal, c'est la deuxième règle.
C'est choisir la clarté contre le chaos. Face à la peur et à l'isolement, votre troisième instinct sera social. Il faut qu'on s'entraide. Je vais parler à mes voisins, organiser une réunion dans l'immeuble. Je vais leur dire que j'ai des réserves, un plan. C'est un réflexe profondément humain, né de notre besoin de communauté. C'est aussi la troisième erreur fatale. Dans un monde où les règles se sont effondrées, la transparence n'est plus une vertu. C'est une invitation au désastre. Mon ami de Sarajevo me l'a dit, les premiers à mourir ont été les naïfs et les vantards. Le premier danger, c'est de vous transformer en cible. Vous avez passé des mois, peut-être des années, à vous préparer. Vous avez un stock de nourriture, un filtre à eau, des médicaments. Vous pensez que c'est une force. Le premier jour, c'est une faiblesse. Car vos voisins, eux, n'ont rien préparé. En quelques heures, quand la faim et la soif se feront sentir, leur sympathie se transformera en envie, puis en désespoir. Et un homme désespéré pour nourrir ses enfants est capable de tout. En révélant que vous êtes le voisin préparé, vous ne créez pas une communauté. Vous peignez une cible sur votre porte. Le deuxième danger, c'est la perte de contrôle. Même si vos voisins sont bien intentionnés, en révélant vos préparations, vous créez une dynamique de groupe que vous ne maîtriserez plus. Vous deviendrez le responsable de la survie de l'immeuble. On viendra frapper à votre porte pour chaque problème. Un enfant malade, un manque d'eau, une blessure. Vos réserves, prévues pour votre famille, devront être partagées et s'épuiseront en quelques jours. Votre plan de survie individuelle sera sacrifié sur l'autel d'une solidarité de crise, improvisée et ingérable. Le troisième danger, c'est l'information qui circule. Vous parlez à un voisin en qui vous avez confiance. Mais ce voisin, paniqué, en parle à sa femme, qui en parle à son frère au téléphone. En quelques heures, tout le quartier saura qu'au numéro 12, il y a des ressources. L'information, dans un monde sans médias, devient la rumeur. Et la rumeur, dans un monde sans police, devient une menace mortelle. Vous n'attirerez pas seulement l'attention de vos voisins, mais aussi celle de groupes organisés et potentiellement violents. La contre-décision, la plus difficile, est celle du silence. Le premier jour, vous devez devenir l'homme gris, l'homme invisible. Ne montrez aucun signe de préparation. Votre comportement doit être le même que celui de tout le monde. Inquiet, mais pas paniqué. Vos lumières doivent être éteintes comme celles des autres. Votre silence est votre bouclier. La solidarité, la vraie, se construira plus tard avec des gens de confiance, une fois la première vague de chaos passée. Mais le premier jour, la survie est un acte solitaire et silencieux. C'est la troisième règle. C'est choisir la discrétion contre l'exposition. Les heures passent. La situation ne s'améliore pas. Votre quatrième instinct, profondément ancré par une vie dans un état-providence, sera celui de l'attente. C'est une crise nationale. Le gouvernement va réagir. L'armée va se déployer. Les secours vont arriver. Il suffit d'attendre les instructions, de rester calme. C'est l'erreur de la passivité. C'est attendre un sauveur qui ne viendra pas. Pas pour vous. Pas le premier jour. L'historien de Sarajevo m'a dit « Nous avons attendu l'ONU. Nous avons attendu l'Europe. Nous avons attendu. Et pendant que nous attendions, nous mourions. » Le premier danger, c'est de mécomprendre la nature de la réponse de l'État. En cas de crise majeure, la priorité absolue du gouvernement n'est pas de sauver chaque citoyen. C'est d'assurer la continuité de l'État. C'est de protéger les infrastructures vitales restantes, les centres de commandement, les leaders politiques et militaires. Les plans de crise, comme le plan Orsec en France, sont conçus pour gérer le chaos à une échelle macro, pas pour livrer des bouteilles d'eau à votre porte. Les forces de l'ordre et l'armée seront concentrées sur des objectifs stratégiques, pas sur le maintien de l'ordre dans votre quartier. Le deuxième danger, c'est la paralysie des secours. Les pompiers, le SAMU, la police. Ces gens courageux seront les premières victimes de la crise. Ils seront eux-mêmes sans communication, sans électricité, avec des routes bloquées. Ils devront faire face à un nombre d'appels et d'incidents qui dépassera de plusieurs milliers de fois leur capacité. Ils devront faire des choix terribles, ce qu'on appelle le triage. Ils n'interviendront que pour les situations les plus critiques, laissant des milliers d'autres personnes sans aide. Attendre le 18 ou le 15, c'est attendre un miracle. Le troisième danger, c'est la perte de l'initiative. Les premières 24 heures sont une fenêtre d'opportunité unique pour agir, pour consolider votre position, pour mettre votre famille en sécurité. Chaque heure passée à attendre passivement est une heure où votre situation se dégrade. C'est une heure où vos réserves diminuent,
où les menaces extérieures augmentent, où vos options se réduisent. L'attente est un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre. La contre-décision, c'est de devenir votre propre premier répondant. C'est d'accepter, dès la première minute, une vérité brutale. Vous êtes seul. Personne ne viendra. Cette prise de conscience est terrifiante, mais elle est aussi libératrice. Elle vous force à agir. C'est à vous de sécuriser votre domicile, de soigner les petites blessures, de rationner vos ressources, de monter des tours de garde. Le gouvernement lui-même vous envoie ce message codé en vous recommandant un kit d'autonomie de 72 heures. C'est un aveu implicite. Pendant 3 jours, ne comptez pas sur nous. Ne pas attendre, agir. C'est la 4e règle. C'est choisir la souveraineté contre la dépendance. La nuit tombe. La peur est à son comble. Votre 5e et dernier instinct, nourri par tous les films de catastrophe, sera celui de la fuite. La ville est un piège. Il faut partir. Aller à la campagne, chez des proches, n'importe où mais loin d'ici. Vous rassemblez votre famille, sautez dans votre voiture et vous lancez sur la route. C'est la dernière erreur. Et c'est la plus fatale de toutes. C'est le piège ultime. Celui qui a coûté le plus de vie dans tous les scénarios d'effondrement. Le premier danger, c'est la route elle-même. Vous n'êtes pas le seul à avoir eu cette idée. Des millions de personnes auront le même réflexe. Les routes, les autoroutes, les périphériques se transformeront en quelques heures en gigantesques parkings. Des embouteillages monstres, à l'arrêt complet. Mais ce ne sera pas un embouteillage de vacances. Ce sera un piège de métal et de désespoir. Les voitures tomberont en panne d'essence. Il n'y aura ni eau, ni nourriture, ni toilette. Vous serez coincé, à la merci de tout. Le deuxième danger, c'est la vulnérabilité. Votre maison, même imparfaite, est un abri. Elle a des murs, un toit, des serrures. Votre voiture, elle, est une cage de verre. Vous êtes exposé, visible. Vous devenez une cible facile pour les personnes mal intentionnées. Les carjackings, les pillages de véhicules bloqués deviendront la norme. Les routes ne seront plus des voies de fuite, mais des terrains de chasse. Fuir la menace perçue de la ville, c'est se jeter dans les bras d'une menace bien plus réelle et immédiate. Le troisième danger, c'est l'inconnu. Vous fuyez, mais vers où? La maison de campagne de vos parents? Pensez-vous vraiment qu'elle sera plus sûre? Les petites communautés rurales, confrontées à un afflux de réfugiés des villes, pourraient réagir avec hostilité, cherchant à protéger leurs propres ressources. Vous pourriez fuir un chaos que vous connaissez pour un chaos que vous ne connaissez pas, sans ressources, sans soutien, en territoire hostile. La contre-décision, la plus difficile à prendre, est de rester, de s'abriter sur place, shelter in place. Le premier jour, sauf en cas de menace directe et confirmée sur votre lieu d'habitation, un incendie, une fuite chimique. L'endroit le plus sûr, c'est chez vous. C'est là que se trouvent vos maigres réserves, votre connaissance du terrain, votre abri. La fuite, l'évacuation, ne doit être envisagée que plus tard, si la situation l'exige, et de manière planifiée, pas sur un coup de tête. Ne pas bouger, observer, analyser. C'est la 5e et dernière règle. C'est choisir la stratégie contre l'impulsion. L'histoire que je vous ai racontée ce soir est celle d'un contre-apprentissage. La survie, le premier jour, n'est pas une question d'héroïsme, mais de discipline. La discipline de dire non à ses propres instincts, ne pas courir, ne pas se connecter, ne pas parler, ne pas attendre, ne pas fuir. 5 négations qui sont, en réalité, les 5 affirmations les plus positives pour votre survie. Le témoignage du survivant de Sarajevo se termine sur cette note. Il a vu ses voisins, poussés par la peur, se jeter dans ces 5 pièges. Lui, paralysé par l'indécision, est resté chez lui. Et c'est cette inaction, cette incapacité à commettre l'erreur qui l'a sauvé. La plus grande préparation n'est donc pas d'accumuler du matériel, mais de graver ces contre-instincts dans votre esprit, pour que le jour J, la lucidité soit plus forte que la panique. L'inexpliqué a été révélé, ce ne sont pas les bombes qui tuent le plus au début d'une guerre, ce sont les erreurs. En connaissant ces erreurs, vous possédez désormais une carte du champ de mine psychologique qui attend la plupart des gens. Et cette connaissance, c'est votre arme la plus précieuse.